à tous et bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. Je vous retrouve pour vous parler de mes lectures d'automne. Alors vous allez me dire, mais attends, t'as pas fait les lectures du Pumpkin Autumn Challenge, les 18 lectures dont tu nous as déjà parlé? Eh bien, pour être tout à fait précise, j'ai fait ces 18 lectures, mais à un moment donné j'en ai eu marre, du coup pendant le mois de novembre, j'ai lu totalement autre chose. Là on est mi-novembre et j'aimerais vous proposer les lectures que j'ai fait ces 2 dernières semaines, du coup qui n'étaient pas dans le cadre du challenge. Si tu as envie de voir mes lectures du challenge, tu cliques là. Et on commence tout de suite par le dernier Liane Moriarty qui n'est autre que À la recherche d'Alice Love. Pour ceux qui me connaissent, Liane Moriarty, j'adore. Le secret du mari, Petit secret grand mensonge font partie de mes best-sellers personnels. Liane Moriarty, son truc, c'est d'écrire des sortes de petits thrillers, très courts, mais que vous ne pouvez pas lâcher. Et c'est de nouveau le cas avec À la recherche d'Alice Love, qui va du coup nous raconter tout simplement l'histoire d'Alice, qui, suite à une chute, a totalement perdu la mémoire. Mais attendez, elle a pas perdu la mémoire pendant 2 semaines, hein, non, elle a perdu 10 ans de sa vie. Qui fait que quand elle se réveille, elle est persuadée d'avoir 29 ans, d'être enceinte de son époux qu'elle aime de tout son cœur, de son premier bébé. Qu'est-ce qu'elle va pas être étonnée, dis donc, quand elle va apprendre qu'elle en a 39, qu'elle est séparée de Nick, qu'elle a 2 enfants qui ont bien grandi et qu'elle est devenue tout ce qu'elle détestait quand elle avait 29 ans. Assez simple, elle tombe pendant une chute de yoga. C'est pas ça le suspense de l'histoire. Ce qui nous tient en haleine pendant le bouquin, c'est qu'on a envie de comprendre comment elle en est arrivée là en fait. Du coup, Liane Moriarty a fait le choix de 2 histoires avec des temporalités parallèles, c'est-à-dire qu'on a l'histoire actuelle, Alice, 39 ans, séparée de son mari, 2 enfants, et la Alice de 29 ans avec ses rêves, ses espoirs, ce qu'elle imagine pour la suite. Comment va-t-elle réagir? Quel choix va-t-elle faire? On se met tout de suite à sa place en se disant, mais si c'était moi en fait. Genre moi je me suis imaginée à 17 ans là, en terminale, en train de préparer mon bac, je rêve de faire l'Olympia, je suis persuadée qu'avant mes 20 ans j'aurais fait le tour du monde et que je serais une très grande assistante réalisatrice au cinéma. Et bah tu vas être surprise ma vieille. Donc il y a une part marrante quand on pense à notre passé, qu'on se dit bah ouais t'as vu tout ce que tu projetais, ça a été complètement différent. Et en même temps c'est flippant parce que là on continue de projeter des choses sur notre futur et on risque encore une fois d'être surpris. Ensuite c'est hyper agréable, c'est bien écrit, il y a du suspense, on sait pas ce qui va se passer. Moi j'ai adoré Liane Moriarty, c'est encore un très bon livre que tu nous as fait là et je crois vraiment qu'à chaque fois que tu vas en sortir un, je vais aller me jeter dessus car c'est toujours un plaisir. Donc merci beaucoup pour ce bouquin une fois encore. Le méga pavé qui arrive n'est autre que L'hiver du monde de Ken Follett. Tadam, je suis un pavé. Plus j'apprends à connaître Ken Follett, plus les livres que je lis de lui sont énormes. Ils sont énormes, mais tellement bien que bah je vous dis 1060 pages, bah ça se lit assez rapidement en fait. Il s'agit du second tome de la saga du siècle. Lors du premier tome, nous revivions la première guerre mondiale au travers de 5 familles dispatchées aux 4 coins du monde. Je vous le mets dans le mille, second tome, seconde guerre mondiale. Et nous retrouvons ces 5 familles et donc leurs descendants, c'est-à-dire leurs enfants. Ainsi nous retrouvons certains personnages du 1 qui ont bien vieilli, car entre 1918 et le début 1933, il s'est passé énormément de choses, mais nous allons surtout suivre le destin de leurs enfants. Comme c'est très bien écrit, Ken Follett, en plus de nous donner des détails vraiment passionnants sur la Seconde Guerre mondiale, va nous tenir en haleine avec ces histoires de famille qui ne cessent de se rencontrer les unes les autres en le sachant, sans le savoir, et les histoires qui s'entremêlent et vas-y que je te connais mais en fait on n'a pas été entranchés ensemble, bah si, vraiment c'est trop bien. Et surtout, je tiens à souligner la richesse historique. Vous avez vu, j'arrête pas de bouger le bras pour vous dire la richesse historique de ce livre. Disons que quand je vais vers une fiction qui traite des guerres mondiales, je m'attends pas à apprendre des nouvelles choses historiques, avérées et éprouvées. J'ai appris tellement de choses et sur des événements qui ont lieu partout dans le monde. C'est-à-dire que je suis française, je suis née en France, j'ai fait l'école en France. Résultat, la Seconde Guerre mondiale, je l'ai du point de vue français et majoritairement occidental. Là, je vais l'avoir du point de vue français aussi, occidental aussi, mais pas que. Et c'est ça qui fait que c'est formidable. Je vais participer au début de la guerre avec la montée d'Hitler et des chemises brunes. Je vais voir la nuit de cristal, je vais voir la montée du communisme en parallèle. Je vais voir les gens qui se battent contre le fascisme et contre le communisme. Je vais participer à Pearl Harbor, je vais participer au jour J, je vais entendre parler des camps de concentration, je vais voir ce qui se passe en Allemagne et on ne parle pas assez de ce qui s'est passé pour les civils en Allemagne parce qu'ils ont bien douillé. L'idéologie nazie, l'idéologie communiste, l'idéologie capitaliste, tout cela se mélange et vraiment c'est passionnant. Je comprends vraiment beaucoup mieux le succès de cet auteur. J'ai toujours une méfiance quand les auteurs sont très
reconnue. Et c'est vraiment pas bien, c'est peut-être un petit peu prétentieux de ma part, mais souvent je me dis oh là là, attention, tout le monde en fait une éloge, méfie-toi, tu vas être déçu. Pour certains, j'ai été déçue quand j'ai lu du Marc Lévy. Pour d'autres, j'ai été hyper contente quand j'ai lu du Michel Bussy. Il faut y aller avec des pincettes, donc moi je prends toujours un peu de recul en me disant bon, tu vas voir ce que ça donne, t'en attends pas grand chose et on verra. Bah voilà, Ken Follett, c'est bon, j'en ai lu 2 de lui. Si tous ses bouquins sont aussi bien que ces 2-là, je prends, j'achète, j'applaudis, c'est super. On continue dans les sagas. Vous vous rappelez d'une saga que j'ai commencé au mois d'avril et que je continue d'écumer tome après tome jusqu'à aujourd'hui, le 13 novembre 2019. Il s'agit de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley, qui pour l'instant n'a que 5 tomes, mais qui je pense est appelée à en faire 7. Et j'ai lu le tome numéro 4. La sœur à la perle. Les 7 sœurs, c'est 7 sœurs adoptées par un riche milliardaire très excentrique qui va décéder. Leur papa décède, ces 7 sœurs se retrouvent et vont découvrir qu'il leur a légué des informations et des indices sur leur famille d'origine, sur leur géniteur. Dans le 4e tome, nous allons suivre l'histoire de Cécé qui va donc la mener... Vous reconnaissez là ce monument de la nature en Australie. Comme à chaque fois, on suit le périple de Cécé, mais on va suivre aussi en parallèle le périple de ses ancêtres, où on va du coup découvrir qui ont été ses parents, mais aussi, dans ce cas-là, ses grands-parents et arrière-grands-parents. Et son arrière-grand-mère n'est autre qu'une Écossaise, vous allez me dire on n'est pas en Australie, une Écossaise qui est partie en Australie et qui a épousé un Australien très riche qui était, la grande ponte du commerce de perles australiennes. Je ne vous en dirai pas plus, mais elle va se retrouver du coup à vivre plein d'aventures et c'est passionnant parce qu'on va aller de génération en génération qui vont nous mener jusqu'à Cécé. Évidemment, il se passe plein de choses, plein d'histoires de famille, plein d'histoires d'amour, il se passe des histoires d'héritage, bref, c'est une bonne saga qui tient en haleine et qui est hyper sympa à lire. J'ai appris énormément de choses sur l'Australie, qui est un pays qui, pour moi, à part être désertique et avoir des kangourous. Et du coup, ça a été très intéressant et surtout, c'est que j'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire des aborigènes et ça m'a donné envie d'aller creuser encore un peu plus sur l'histoire de cette communauté et sur sa situation actuelle, car comme toutes les communautés minoritaires du monde, ils ont évidemment été victimes de discrimination, de maltraitance, de massacres, voilà, disons le mot qui fâche. Et du coup j'ai vraiment envie de m'y intéresser encore plus. Pour l'instant sur les 4 tomes c'est celui que j'ai aimé le moins, mais comme je vous l'ai expliqué, c'est une des sœurs auxquelles je m'identifie le moins. Et l'Australie n'est pas un pays qui me passionne de base, même si j'ai été très heureuse d'en apprendre plus sur cet immense caillou, cette énorme île. Voilà, j'ai pas été aussi conquise que le tome 3 qui pour moi est le meilleur, donc sur Star, et le tome 2 qui était vraiment très bien aussi sur Ali. Mais voilà, c'est une question d'affinité avec le pays, avec le personnage. La saga en elle-même, elle est toujours aussi doudou. C'est vraiment le livre que je lis quand j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc je sais que le tome 5 est sorti. Mais comme je suis une maniaque et que je les ai tous en petit format, je vais attendre qu'ils sortent en petit format pour que ça fasse bien dans mon étagère. La plume de Lucinda Riley est sympa, c'est pas la plus belle plume du monde, mais c'est mignon, c'est bien écrit, on note quand même quelques phrases, donc vous pouvez y aller, c'est pas mal. Quand je me suis remise à lire de manière totalement outrancière il y a 2 ans, j'avais fait une liste de sagas young adultes qui me tentait bien. Parmi elles, il y avait la saga La 5e vague de Rick Yancey qui est là. Et je ne sais pas pourquoi, je n'avais jamais lu avant il y a quelques jours. Pourtant elle me tentait grave, mais voilà, entre temps j'avais découvert d'autres lectures et d'autres lectures et d'autres lectures, puis à un moment donné j'en ai eu marre des sagas young adultes, j'ai trouvé qu'elles se ressemblaient toutes, donc je suis partie découvrir d'autres genres littéraires, et là je ne sais pas pourquoi, je me suis dit allez, un petit livre rapide, je vais lire le tome 1. Mon avis va être un peu étonnant, enfin un peu désordonné, enfin un peu étrange, vous allez vite comprendre. La 5e vague, ça va raconter l'histoire de Cassie qui est une des dernières humaines sur Terre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une première, une seconde, une troisième et une 4e vague qui ont décimé l'humanité. Qui a décimé l'humanité? Eh bien, ce sont eux. Eux, je ne vous dirai pas qui c'est, mais ce sont des personnages très dangereux, complètement tarés, qui essayent évidemment de tuer tous les humains, donc Cassie se retrouve en mode survivaliste, avec un flingue, en mode Rambo Girl en seulement quelques semaines. Vous allez évidemment à travers cette saga découvrir ces eux là dont je vous parle, qui c'est et quel est leur but ultime. Mais ce qui est chouette, c'est que quand on lit la 4e de couverture, on a l'impression qu'on va ne suivre que Cassie et un garçon qui s'appelle Evan qu'elle va rencontrer. Et bien en fait pas du tout, car on va avoir le point de vue, je crois, de 6 personnages différents et qui sont très différents les uns des autres. Donc j'ai beaucoup aimé cette multiplicité des personnalités et des points de vue.
J'ai trouvé que ça rajoutait de la richesse à l'histoire. Et à mon grand étonnement, donc c'est très futuriste. Ouais, dystopique, science-fiction, futuriste. Et la science-fiction en général, j'aime ça, mais à toute petite dose. Et bah là, j'ai été conquise. Bravo, félicitations, j'ai adoré ce bouquin. Les personnages, forcément il y en a qu'on préfère, on a chacun nos petits chouchous, il y en a aussi un ou deux qui me saoulent, mais ça c'est le jeu. C'est d'où l'intérêt de faire plusieurs personnages principaux, ça permet à plus de lecteurs de s'identifier et donc d'être heureux. Donc voilà, j'ai été dedans et j'étais au taquet, il fallait que je sache la suite. Résultat, quelques jours après, je me jette sur le tome 2, qui est beaucoup plus petit d'ailleurs. Et alors là, la déception. C'était pas terrible. Évidemment, vous vous doutez bien que le tome 1 se termine sur un événement de ouf, donc on est au taquet, on se dit non, pourquoi ça se termine? Du coup, on se jette sur le tome 2, on s'attend à de l'action, à des trucs de malade, à ce que ça réponde à certaines questions. Et là, déception ultime, il se passe rien. Enfin si, il se passe des trucs, mais des trucs que j'ai trouvé qui duraient beaucoup trop longtemps. En fait, il n'y a pas d'action majoritaire dans ce bouquin. On suit toujours les autres personnages, il y en a un qui va être mis très en avant, et on est dans la tête de ce personnage et on suit ce qui va lui arriver. Sauf que il lui arrive pas grand chose en fait, et j'ai trouvé ça long. Et j'ai trouvé ça pas terrible. Ce genre d'auteur, vous savez, qui veulent faire planer le mystère. Du coup, ils ne font que des métaphores hyper cheloues et du coup, le mystère plane en effet, mais on est complètement paumé. Bah, voilà, c'est ce que j'ai ressenti à la lecture de ce tome 2. Le début commençait bien. Le début c'était pas mal, ça suivait vraiment la même ligne que le tome 1, donc on n'est pas surpris, on sait à quoi s'attendre, on est content de retrouver cette ligne directrice. Et puis d'un coup, à la moitié du bouquin, mais ça part en cacahuète. Il y a des dialogues entre un personnage féminin et un méchant qui durent des plombs et je comprends rien. Sincèrement, à force de parler en énigme, à la fin, il n'y a plus rien de compréhensible quoi. Ça m'a tellement déçue que je me demande si je vais lire le dernier tome. Pour vous donner une idée, alors que moi je suis un peu psychorigide là-dessus, quand je commence une saga, je la termine en général, même quand ça me plaît pas. Voilà, j'appelle les lecteurs de la 5e vague à me donner des arguments pour l'arrêter ou la continuer dans les commentaires. C'est décevant parce que c'était tellement bien parti, moi j'ai envie de savoir vraiment le fin mot de l'histoire, mais si le tome 3 il est aussi ennuyeux que celui-ci, sincèrement, il y a trop de livres dans une seule vie, je vais pas perdre mon temps à le lire. Donc allez-y, le destin de cette saga est entre vos mains. Chers lecteurs, allez-y, à vous de bosser là. J'ai ensuite découvert, totalement par hasard, une BD que j'ai adorée, qui s'appelle Chute libre. Chute libre, ça parle d'une chute. Une chute qu'on fait hélas souvent tous dans notre vie à un moment donné, qui n'est autre que la dépression. Ça m'a touchée car c'est l'autrice qui raconte l'histoire vraie de sa dépression et de ce qu'on ressent quand on est en dépression. Et j'ai trouvé ça très vrai et très bouleversant car les mots sont justes, les dessins sont sincères. Voilà, le trait de crayon, je peux vous mentir, je suis pas hyper fan, c'est très simpliste dans la manière de représenter les personnages, mais c'est pas ce qu'on demande à cette bande dessinée. Et ça m'a vraiment touchée parce que, comme beaucoup de gens, je suis passée par des périodes très noires dans ma vie. Je suis un être humain normal, donc il y a des périodes de joie, des périodes de peine. Et ça a fait écho à beaucoup de choses. Et je pense que toutes les personnes qui passent des périodes difficiles, qui sont, si vous êtes actuellement dans une période comme ça de dépression, si vous connaissez des gens qui y sont, si vous y avez été, ou si justement vous n'arrivez pas trop à comprendre les gens qui passent par ces périodes-là parce que vous êtes hyper optimiste et vous avez cette faculté à avoir un bouclier qui vous protège autour de vous, lisez cette BD parce que les mots sont justes, clairs, on ne tombe pas dans le pathos, vous savez ces gens, ces oiseaux noirs qui dès que ça va pas vous en font des caisses en mode ah, ça va vraiment pas. Non, là on est vraiment face à quelqu'un qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau en fait et qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Et moi ça m'a touchée. Je vous rappelle que la dépression c'est une maladie, c'est de passage. Donc si en ce moment vous êtes dans cette période, c'est comme une grosse grippe, la grippe elle dure et un jour elle s'en va. La dépression c'est de passage et ça s'en ira un jour. Si ça ne s'en va pas, c'est clairement que vous avez besoin d'aide, donc n'hésitez pas à aller voir un médecin, un psychologue, une association, ce que vous voulez. Voilà, je ferme cette parenthèse prévention, mais j'ai trouvé cette BD très juste, j'en dirai pas plus parce qu'en soi il n'y a pas d'histoire à part le fait qu'on va suivre les hauts et les bas de cette autrice et que j'ai trouvé ça très très pertinent, donc je vous invite à la lire si vous voulez en apprendre un peu plus sur le sujet. La dernière BD, elle est trop bien. Clairement à la fin de l'année je vais vous la présenter dans les meilleures BD que j'ai lues et pourtant c'est une toute petite BD qui s'appelle Absurdo. Vous savez, de Marc Debussin, c'est ça? Dubuisson, je vous jure. Debussin, Dubuisson. Donc moi j'ai connu ce dessinateur-auteur, cet auteur, sur Facebook parce que, si je ne dis pas bêtise, c'est Libé qui partageait ses dessins ou c'est Le Monde. Il fait des petites BD de 4 cases comme ça, qui reprennent des sujets d'actualité, beaucoup de sujets politiques,
Vous savez, des trucs qui font scandale dans notre société en France majoritairement, ou dans les pays occidentaux, parfois pour des choses pas très importantes. Il dénonce des drames qui se passent à travers le monde, mais toujours avec un humour grinçant, piquant. Bref, moi je me marre, mais je me marre, j'arrête pas d'en partager sur les réseaux, donc si un jour vous en voyez passer sur mes stories Instagram, ne soyez pas surpris, j'adore cet auteur, j'adore ses BD, et donc ça, cette petite BD, c'est un condensé de toutes ces publications du coup internet qui sont dedans. Et du coup, bon, il y en avait beaucoup que je connaissais, parce que je vous ai dit, je suis un peu une groupie. Ça me fait vraiment marrer parce qu'on n'est pas dans de l'humour noir, on est dans de l'humour critique, intelligent, parce que tout le monde en prend pour son grade, et en même temps c'est engagé. Voilà, à travers certaines vannes, c'est très engagé, très bien, et je vous invite à vous abonner à sa page Instagram, j'ai mis le lien sur mon Instagram à moi. C'est aux éditions Lapin, qui sont des éditions assez sympa parce qu'ils font aussi les cartes de désaveu, donc pareil, si vous connaissez pas, je vous mettrai un lien dans la page, vous verrez, il faut avoir un humour assez pertinent, assez noir quoi, il faut être open, moi ça me fait crever de rire. Voilà, c'était mes lectures du mois de novembre que j'ai pu faire là en 2 semaines et demie, il y a un petit peu de tout. J'avais envie de vous en parler quand même parce que je sentais qu'elles allaient être totalement écrasée par le Pumpkin Autumn Challenge, mais souvent quand je fais des challenges, je me bloque pas qu'à ça, je lis aussi d'autres trucs en dehors, parce que moi si je me bloque et que je me mets des règles trop strictes, je vais faire mon ado rebelle et je vais faire non, je n'en veux pas de ton challenge, je vais faire exprès d'aller lire autre chose. Est-ce que ces lectures vous ont tenté? Est-ce que vous aussi vous avez lu des super bouquins durant l'automne? J'attends tout ça en commentaire comme d'habitude. Activez la cloche, abonnez-vous pour qu'on se revoie très vite, je vous embrasse et je vous souhaite de très bonnes lectures. Bisous bisous, à bientôt. Ciao ciao.